monsieur, bonjour. Bienvenue à Cannes Echo, en direct du 66e Festival de Cannes. Alors que les équipes du monde entier, les équipes de films du monde entier ont gravi les marches du Palais, actuellement se joue entre l'Europe et les États-Unis une bataille feutrée sur les accords de libre-échange. Et la question est de savoir si l'audiovisuel et le cinéma doivent faire partie de ces accords. Guillaume Prieur, qui est à ma gauche de la Coalition pour la diversité culturelle, connaît très bien ce sujet-là. À ma droite, Michel Hazanavicius, réalisateur de The Artist, mais également à la tête de l'ARP, qui est une association de réalisateurs-producteurs. Patrick Sobelman, qui est producteur à Agathe Film, notamment des films de Lucas Belvaux et de Robert Guédiguian. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe si jamais l'audiovisuel et le cinéma sont inclus dans ces accords? Il y a notamment une question de quota de diffusion qui devrait être supprimée. Alors, quelles conséquences ça aurait? Pour répondre à votre question, juste élargir un tout petit peu, pourquoi il y a un problème? La façon dont le cinéma et l'audiovisuel sont organisés aux États-Unis et en Europe sont tout à fait différents. Aux États-Unis, c'est un secteur économique qui obéit aux lois du marché, aux seules lois du marché. En Europe, pourquoi on parle d'exception culturelle? Parce que s'il n'y avait pas une défense des productions nationales de chacun des pays européens, il y aurait en gros une invasion de programmes américains et il n'y aurait aucun programme national réellement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner en France, par exemple, sur les seules lois du marché. On est dans un système d'économie mixte où il y a de l'argent du marché, les distributeurs, des investisseurs, et puis il y a effectivement des obligations qui supposent qu'un minimum de production nationale soit produite et montrée. Voilà. Moi, les films dont vous parlez, les films de Robert Guédiguian et de Lucas Belvaux, pour répondre à votre question, sont exactement cette économie. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des investisseurs qui viennent sur ces films et il y a les quotas de production qui permettent à de l'argent public ou à de l'argent, donc, disons, d'investissement forcé, de permettre à ces films d'exister. Et ce qui fait que la part de marché du cinéma français, qui est entre 30 et 40% en général, existe. Dans les pays européens où il n'y a pas ça, on voit bien que le cinéma national n'existe pas. C'est ça l'enjeu, c'est de dire que si on enlève ces quotas de production et de diffusion, il n'y aura plus que quelques films très commerciaux probablement, et peut-être une toute petite réserve de recherche et développement de films qui échappent à toute forme d'économie, et il n'y aura pas ce qui fait la richesse du cinéma français, c'est-à-dire, disons, les films du milieu, pour reprendre un terme mais qui était une grande tradition française, qui est partie de Renoir, Truffaut, Piala, Michel. Oui, parce que vous, Michel, votre dernier film, The Artist, a eu une reconnaissance et un succès international. Pourquoi est-ce que vous pouvez également considérer que l'inclusion de l'audiovisuel et du cinéma dans ces accords de libre-échange peut être dangereux? Le problème n'est pas du tout entre les États-Unis et l'Europe. La négociation entre les États-Unis et l'Europe révèle un problème, mais la ligne de front, elle n'est pas là. La ligne de front, elle est sur... Il y en a deux, en vérité. Avec le numérique et la dématérialisation des films, les canaux de diffusion se sont multipliés, et du coup, ça affaiblit énormément les acteurs traditionnels, notamment les chaînes de télé. Et pour l'instant, les obligations sur le numérique, elles sont en fait à inventer. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième ligne de front, c'est plutôt entre la Commission européenne et les différents acteurs culturels européens. Parce que la Commission européenne, aujourd'hui, c'est elle, de son plein gré, qui a décidé d'intégrer les services audiovisuels dans le champ des négociations. Les États-Unis n'ont absolument pas demandé ça. Je veux dire, c'est vraiment de son propre gré, absolument. En considérant que c'était justement un enjeu de négociation qui leur permettait de les mettre en position de force sur d'autres problématiques extra-culturelles. Exactement. Donc nous, on devient un enjeu, alors qu'on est quand même dans un système qui nous est envié malgré tout, même s'il peut avoir des dérives, même s'il est améliorable, etc. En fait, nous, concrètement, qu'est-ce qu'on demande? Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir moderniser et adapter notre système justement à ce nouveau monde qui est en train de se mettre en place, qui est le monde numérique. Aujourd'hui, ce que nous promet l'Europe, c'est de dire non, mais vous inquiétez pas, on ne touche pas à ce qui existe. Or, nous, ce qu'on veut, c'est justement pouvoir y toucher, pouvoir y travailler, etc. Donc la ligne de front, réellement, elle est entre une administration européenne, à mon sens, pardonnez-moi de le dire,
arrogante, et nous qui avons un modèle économique qui nous semble être le bon et qui nous semble être en danger. Parce que vous parlez des nouveaux canaux de diffusion du numérique, des YouTube et des Netflix, etc. sont déjà basés aux États-Unis et diffusent de manière plus ou moins établie en France. Donc comment on peut lutter contre l'arrivée de ces nouveaux acteurs qui concurrencent pleinement les acteurs français qui ont des obligations de diffusion et des obligations d'investissement. Donc, je pense que la question, c'est pas forcément de dire il faut lutter contre l'arrivée de ces nouveaux acteurs, mais c'est comment on fait pour les intégrer dans un système de régulation qui est celui qui existe aujourd'hui. Et aujourd'hui, la réponse que nous fait la Commission européenne, d'une part, ils se foutent du monde en disant l'exception culturelle ne sera pas négociable. Si l'exception culturelle n'est pas négociable, elle n'a pas à être dans le mandat de négociation. S'ils ne souhaitent pas négocier les services audiovisuels et cinématographiques, il n'y a donc aucun intérêt à le mettre sur la table de négociation avec les États-Unis. Et par ailleurs, la vérité, c'est que derrière, ce que propose le commissaire De Gucht, qui est quand même, faut le rappeler, le responsable du fiasco de l'ACTA, il a quand même ça à son actif. Sa réponse, elle est en deux temps. Elle est effectivement sur le système classique, on va dire, un gel des réglementations. Et comme le disait Michel, on est dans un secteur qui connaît tellement d'évolution dans l'économie, dans la technologie, qu'une réglementation qui ne peut plus être adaptée, c'est une réglementation qui a vocation à disparaître. Et sur les nouveaux services sur lesquels on aurait à tout prix besoin qu'il y ait une prise de conscience européenne qui n'existe pas, parce qu'on voit aujourd'hui que ces nouveaux acteurs ne sont pas régulés du tout, s'installent dans des pays européens, ceux qui ont la fiscalité la plus douce et ceux qui leur permettent de s'exonérer de toute obligation. Et à l'heure qu'on pourra attendre que la Commission européenne nous soutienne et cherche à les intégrer dans cette régulation, ils vont proposer un système différent qui est de dire que les États qui souhaitent mettre en place des réglementations le fassent, mais par contre on fait disparaître ce qui s'appelle l'acquis communautaire, qui aujourd'hui définit pour chaque État des règles minimales de soutien à la création, à l'investissement et à la diffusion dans les œuvres nationales et les œuvres européennes. Et dans un système européen dans lequel il n'y aurait plus de règles minimales et dans lequel les opérateurs peuvent aller s'implanter dans n'importe quel État, il est certain que si un État a une ambition plus forte que les autres, il sera impossible pour lui d'attirer ces nouveaux opérateurs et de les soumettre à une quelconque obligation. Donc on a un enjeu extrêmement fort pour l'avenir. Toute la problématique, toutes les réflexions qu'on a pu avoir sont justement pour essayer de moderniser l'exception culturelle, parce que cette exception culturelle, c'est pas une notion du XXe siècle, c'est une notion qui a vocation à perdurer, à s'adapter, et on peut tout à fait la moderniser et tenir compte du numérique. Le numérique n'est pas incompatible avec l'exception culturelle. Et là, clairement, la Commission européenne, en proposant que le mandat de négociation inclut les services audiovisuels et cinématographiques, rend totalement improbable que cette exception culturelle soit modernisée. Oui, parce qu'au-delà de l'exception culturelle, ce n'est pas qu'un alibi, c'est aussi un enjeu financier. Il y a aussi derrière des questions économiques qui se posent et qui permettent ou pas de faire des films. En tout cas en France, mais dans beaucoup de pays européens, c'est un secteur économique qui procure beaucoup d'emplois, qui fait travailler beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME, beaucoup de grosses entreprises. C'est un enjeu culturel et un enjeu économique et un enjeu social. Voilà. Et donc on est en train de nous tendre un piège où il y aurait une espèce de réserve d'Indiens comme ça, faites vos petits films là comme vous faisiez avant, mais pour le vrai gros business, maintenant vous nous laissez faire. Et ça c'est un piège total. L'économie de demain sera forcément aussi numérique. Là il y a aussi à défendre l'existence financière des œuvres dans cette économie-là. Oui, ça bouleverse. Nous, en fait, on avait un système qui marchait très très bien jusqu'à il n'y a pas si longtemps, et on assiste, comme je vous le disais, à une double agression, c'est-à-dire agression parce que j'ai pas d'autre terme, mais l'arrivée du numérique qui bouleverse les modes de diffusion et le déplacement de la prise de décision politique qui est du niveau national. Donc avec vraiment la politique qui avait été mise en place par Malraux après-guerre, elle se déplace vers Bruxelles. Les enjeux, comme le disait, ça va même plus loin, c'est-à-dire que c'est pouvoir être souverain de sa propre culture, c'est aussi avoir une influence sur d'autres industries, c'est aussi pouvoir faire du cinéma, et la culture, c'est aussi développer
presque un certain mode de vie. Ce que les Américains ont très très bien compris après-guerre, c'est-à-dire je rappelle quand même qu'ils donnaient les films gratuitement à travers l'Europe, que ça faisait partie du plan Marshall, c'est-à-dire qu'ils ont appris à l'Europe à vivre selon un certain mode de vie qui était le leur. Et je tiens à dire aussi que les Américains eux-mêmes, ceux de l'industrie du cinéma, ont un intérêt, à mon sens, très fort à ce que les marchés locaux restent forts pour 2 raisons. La première, c'est qu'un marché local fort, c'est un marché qui est capable de lutter contre la piraterie. C'est-à-dire c'est un marché qui est sain. Et aujourd'hui, en Europe, les Américains font énormément d'argent parce qu'ils ont des rapports industriels sains avec les acteurs européens. En France, par exemple, où on fabrique beaucoup de films et les gens vont voir beaucoup de films, et ben c'est là où on va voir le plus de films américains. Donc on n'est pas contre les Américains, c'est pas du tout le débat est pas du tout là. Le débat est comment réinventer le modèle économique de demain avec des principes d'aujourd'hui qui sont définitivement les bons, quoi. Juste pour terminer, quel est le calendrier La prochaine échéance très importante, c'est le 13 et le 14 juin, le Conseil européen, au cours duquel sera défini justement le mandat de négociation de l'Europe et sera défini l'étendue de ce mandat, donc à savoir si les services audiovisuels et cinématographiques seront sortis ou intégrés. Et là, je pense qu'il faut quand même en profiter pour saluer l'initiative d'Aurélie Filippetti qui a quand même réussi à mobiliser 14 de ses collègues en Europe, ce qui crée quand même une dynamique plutôt, même extrêmement positive. Oui, tous ont signé une pétition commune d'ailleurs pour adopter une position sur ces accords. Et comment le grand public ou les réalisateurs et acteurs et producteurs peuvent influer sur ces discussions et se mobiliser sur ces discussions? Avec d'autres cinéastes, par exemple, on a été rencontrer Karel de Gucht, donc le commissaire européen chargé du commerce extérieur, et qui a défini le champ des négociations. Je ne vais pas vous mentir, c'est assez inquiétant. C'est-à-dire que j'ai ressenti, si vous voulez, qu'on était face à quelqu'un que j'ai trouvé personnellement assez arrogant, assez dogmatique, sûr de son fait, pas tellement porté sur l'écoute, et prêt avec un petit côté apprenti sorcier, c'est-à-dire qu'il a commencé en disant ne vous inquiétez pas, on touche à rien, ce à quoi on lui a répondu mais c'est justement nous on veut pouvoir toucher, on veut pouvoir être maître de ce qui va arriver. Il a dit non mais alors ça attendez, je vous rassure tout de suite, ce ne sera pas un enjeu de négociation. Alors on lui a dit donc sortez les services audiovisuels du champ des négociations. Il a dit non mais je peux pas parce que sinon ça me met en porte-à-faux. C'est donc que c'est un enjeu culturel, un enjeu de négociation. Il fait non mais écoutez de toute façon laissez-moi faire, je sais exactement ce que je fais. On lui a dit mais c'est quand même très risqué. Il fait je suis un très bon joueur de poker. Vous sortez avec la tête entre les mains. Donc c'est vrai que moi je suis plutôt inquiet. On essaye d'expliquer, on essaye il y a une pétition qui a été faite, il y a quoi, 5000 signataires? Oui, il y a un peu plus de 5000 signatures maintenant de réalisateurs et de différents de professionnels sur l'ensemble du territoire européen d'ailleurs. Voilà, donc on essaye de faire ce qu'on peut, mais c'est compliqué puisqu'on a affaire à encore une fois, à un pouvoir politique qui n'est pas élu et qui n'a de compte à rendre à personne. Donc ce qui lui confère une espèce d'autorité, moi j'appellerais ça de l'arrogance, quoi. Donc la profession va rester mobilisée sur le sujet. Je vous remercie. Je vous en prie.